où on en est 2 ans après la mise en application du DTU 13.3 dallage rénové. Et donc, pour se poser cette question, on a décidé de rassembler toutes les parties prenantes de l'acte de construire un dallage, tout simplement. Et c'est pourquoi je vais vous demander de bien vouloir accueillir à mes côtés Christian Garcia, Jean-Pierre Sanfratello, François Jouffret, Laurent Bernard, Philippe Lejeune et Éric Lavédère. Installez-vous, messieurs, je n'ai pas fait de plan de table. Donc, il y a monsieur Bernard qui n'est pas arrivé, semble-t-il. Bon, on va voir. Bon, on va quand même vous présenter. Donc, on commence par vous, Christian Garcia. Alors, je vais vous donner les micros, peut-être quand même. Je vous en prie. Hop. Donc, Christian, vous êtes adjoint de direction au GIE Socabat. Un mot sur le GIE Socabat, on connaît, mais bon, c'est bien de rappeler quand même. Oui, alors le GIE Socabat regroupe l'ensemble des experts construction du groupe SMA BTP. Donc, nous apportons le soutien, l'assistance technique pour toutes les équipes SMA BTP en souscription et puis lorsque les choses se passent un peu moins bien, en sinistre. Voilà, à vos côtés, Éric Lavédère. Non, pardon. Excusez-moi, il est là-bas, Éric. Jean-Pierre Sanfratello, excusez-moi. Expert géotechnicien chez Colas. Oui, tout à fait. Donc, Colas, constructeur de plateformes, couches de forme, terrassement. Donc, juste avant la dalle béton. On va en reparler tout à l'heure, effectivement. À vos côtés, Philippe Lejeune. Philippe, directeur général de Bâtissol Dallage. Oui, directeur général de Bâtissol Dallage, entreprise de dallage industriel qui agit sur tout l'ouest de la France. Voilà. À vos côtés, François Jouffret, donc vous êtes gérant d'Amoser IDF. On va préciser ce que c'est Amoser et quels sont les types de missions que vous assumez. Oui, donc c'est un bureau d'études structure classique qui intervient dans le domaine du dallage, mais aussi de la préfabrication et puis dans l'accompagnement des entreprises pour des dépôts d'avis techniques. Voilà. Parlez bien près du micro, je ne voulais pas préciser, mais posez vraiment le bien sur le menton. Et puis donc, à côté, on va terminer avec vous, c'est Lavédère, directeur général délégué de Monoflore, même exercice. Présentez-nous un petit peu Monoflore. Donc, Monoflore France est une société d'ingénierie spécialisée dans le sol industriel. C'est une société qui appartient au groupe RCR. On intervient donc sur des missions d'AMO, assistance aux maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre dans la conception et la réalisation de leur dallage. Et on a également une activité de bureau d'études spécialisé, contrôle de performance de dallage, contrôle de planéité, rugosité, enfin toutes les performances des dallages, diagnostic et expertise. On va revenir aussi sur tous ces éléments-là tout à l'heure. Donc, nous rejoindra peut-être pendant la table M. Bernard, qui est le directeur technique à PAV Infrastructure et Construction. Alors, je ne veux pas être désagréable, mais on va quand même démarrer par ce qui fâche, c'est-à-dire la sinistralité. Je voudrais un petit mot sur la sinistralité, Christian Garcia. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes de sinistralité des dallages ? Alors c'est vrai que c'est pas très agréable de commencer par la sinistralité, mais il faut commencer. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on est face à une profession qui aujourd'hui fait face à sa sinistralité. N'hésite pas à l'analyser et à en prendre parti pour faire évoluer les règles de l'art. Alors sur la sinistralité, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Globalement, il faut retenir qu'on a 2 grandes familles de sinistralité en dallage. La sinistralité de fréquence qui touche plutôt les petits ouvrages. On parlait de construction de maisons individuelles tout à l'heure, qui est assez impactée aujourd'hui par la pathologie des dallages avec des problématiques de remblaiement, des problématiques de qualité de remblaiement, de gestion de l'eau. On construit aussi dans des zones à risque argile qui peuvent avoir des impacts assez immédiats sur les dallages. Tout ça génère malheureusement de la sinistralité. Et le deuxième axe où on fait face à une sinistralité, alors non pas de fréquence, mais de pointe, c'est-à-dire qu'on a peu de sinistres, mais lorsqu'ils arrivent, ils coûtent très cher. Et là, on est plus sur des ouvrages qui concernent effectivement vos métiers du dallage industriel, avec une pathologie qui peut être liée à des problématiques de matériaux, le matériau béton a malgré tout quelques inconvénients. Il est sensible aux acides, il est sensible. Donc il faut faire attention à bien connaître effectivement le programme pour que le béton soit adapté et réponde bien aux différentes exigences, le gel, dégel, etc. Tous ces sujets-là, l'alcali-réaction, c'est un sujet qui reste malgré tout présent en termes de pathologie.
Un peu plus récemment, voilà, les sujets de délamination qui sont aussi assez complexes à analyser, mais qui existent et qui peuvent avoir un fort impact sur les entreprises. On reviendra sur le sujet de la délamination en toute fin pour expliquer un petit peu ce sur quoi on travaille. Surtout lorsqu'ils arrivent avant réception, puisque là, voilà, on n'est pas encore en garantie décennale, donc il faut que les entreprises soient couvertes pour ce type de risque. Et ces sinistres de pointe peuvent avoir un impact financier assez important. Là, j'ai regardé sur les 4 dernières années, voilà, le sinistre maximum, il est quand même à 10 millions d'euros. Donc voilà, ça peut chiffrer très très vite et avoir un impact assez important. Lié aux immatériels, aux pertes d'exploitation. Alors voilà, ça aussi c'est une spécificité, c'est-à-dire que c'est un ouvrage sur une superficie assez importante sur lesquels on peut trouver du process industriel, sur lesquels ça peut être une surface de vente. Donc dès qu'on a une pathologie généralisée sur l'ensemble de la surface, ça veut dire derrière déménager, déstocker, si c'est un bâtiment de stockage, mettre le stock ailleurs, voire même construire un bâtiment temporaire pour accueillir ce stock, etc. Tout ça, ce sont des immatériels qui galopent très vite et rendent l'addition assez salée. Ouais. Alors, on ne va pas refaire l'histoire, mais néanmoins, vous avez participé à la commission de révision. Dans votre ressenti, quel était un petit peu l'état d'esprit de la commission dans quel état d'esprit vous étiez quand vous avez justement essayé de retravailler cet ouvrage fondamental qu'est le DTU 13.3 ? Alors, au niveau de la commission, c'est vrai que la commission DTU 13.3, pour participer à un certain nombre de commissions DTU, je crois que la spécificité de cette commission a d'abord été d'être à l'écoute du retour sinistralité et pathologie. C'est-à-dire vraiment, la volonté était assez prégnante dès le départ de faire un point sur la pathologie pour pouvoir l'analyser et en tirer parti pour aller dans le sens de la prévention des risques et améliorer le texte en conséquence. Donc on n'a pas joué aux apprentis sorciers, notamment, et notamment, j'ai un peu sur les remblais, sur les choses comme ça, vous m'aviez cité. Oui, alors l'approche a été très prudente sur un certain nombre d'évolutions qui ont été proposées. Effectivement, l'utilisation, c'est juste un exemple, il y en a eu bien d'autres, l'utilisation de laitiers, effectivement, au niveau des plateformes de remblaiement, a fait l'objet de nombreux débats et compte tenu là aussi une position assez prudente finalement de la commission, du peu de retour d'expérience dans le secteur du bâtiment. On en a un peu plus dans le domaine routier, mais dans le secteur du bâtiment beaucoup moins. Compte tenu de ce manque de recul, ça n'a pas été inscrit dans les règles de l'art et je pense que c'est une très bonne position au global de jouer la prudence sur ces sujets. On reviendra sur les sujets strictement liés au béton tout à l'heure. François, je vous ferai votre ressenti, vous, justement, sur on a dissipé les flous du DTU 13.3. Oui, le but du DTU 13.3, c'était avant tout de... Si c'est pas vert, il faut changer de... Excusez-moi. Le but, c'était déjà de recodiser le DTU, parce que dans le DTU intervient dans un processus de normalisation, donc tous les 5 ou 6 ans, on ajuste les nouveaux textes. Donc il fallait recodiser le DTU, à savoir passer à l'Eurocode. Et aussi, on a profité pour mettre à jour, je dirais, tous les flous artistiques du DTU de 2006. Donc on avait quand même... des flous sur les notions de mur, de tirant sismique. Et donc, la commission a souhaité de clarifier ces points-là techniques. Et notamment, je dirais, donc maintenant, dorénavant, il n'est plus possible de mettre des tirants sismiques dans les dallages. Il n'est plus possible de mettre des murs, des cloisons lourdes supérieures à 1,5 tonne par mètre linéaire sur les dallages. Il est plus possible aussi de mettre des charges ponctuelles importantes sur les dallages sans vérifier le poinçonnement. Donc, c'est tous ces points techniques qui ont été abordés. Notamment aussi, on a simplifié le texte en supprimant la partie 2 et la partie 13 cm et 15 cm. Ça posait des soucis. Est-ce que le bâtiment fait plus de 1000 m², moins de 1000 m²? Donc, c'était un discours un peu stérile. Et donc, on a privilégié la simplification. Et dorénavant, il est possible de faire un dallage de 13 cm du moment qu'on respecte 1 tonne par mètre carré, du moment qu'on respecte 1 tonne par roue, du moment qu'on respecte 1 tonne par charge ponctuelle. Jean-Pierre Sanfratello, sur toujours le DTU 13.3, il y a au moins, on a commencé par une clarification, c'est qu'on a aligné les missions géotechniques sur la NF 94-500. Oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs avancées sur le nouveau DTU 13.3. La première, c'est la clarification, en tout cas,
le détail des investigations géotechniques nécessaires en liaison directe avec la norme sur les missions géotechniques, la 94-500. Donc le document est beaucoup plus complet. Ça permet au bureau d'études en maîtrise d'œuvre de connaître tous les éléments dont on a besoin, qui sont les hypothèses et les données d'entrée pour pouvoir dimensionner l'ensemble des composants du dallage. Ça, c'est la première chose. La deuxième avancée, ça concerne la précision dans le document des pratiques terrain, notamment sur les contrôles en terrassement. Alors, je pense à 2 appareils de contrôle qui étaient utilisés déjà sur les plateformes, que sont la Dynaplaque, qui est un matériel qui permet de vérifier la portance, hein, et également le pénétromètre dynamique, qui est un appareil qui permet de vérifier le compactage, qui sont les 2 éléments essentiels dans la réalisation du compactage. Et puis, enfin, je soulignerai aussi la procédure gonflement, puisque c'est apparemment c'est un sujet important, les sujets de gonflement sur dallage, et qui sont parfois liés à l'utilisation de matériaux recyclés. Donc il y a une procédure qui a été précisée, qui est détaillée sur différents essais à réaliser pour éviter ces phénomènes de gonflement. Alors, on pourra en discuter aussi sur l'application de cette procédure. Oui, on va y revenir aussi, pas tout toujours à fait, évident. ce qui n'est pas forcément évident. Ouais. Vous avez quand même évoqué en tout cas, vous avez remonté de terrain de vos troupes chez Colas, où il y a des interprétations encore possibles sur les matériaux autorisés, non autorisés, qui vous a finalement, vous avez dû éclaircir ça en interne. Oui, alors ça concerne la réutilisation des matériaux recyclés et l'interprétation de cette procédure de gonflement qui s'applique sur 80 cm d'épaisseur. Donc dans ces 80 cm, on a une couche de forme, et il est indiqué aussi un peu plus loin dans le texte que certains matériaux sont déconseillés en utilisation dans la couche de forme. Donc ensuite, l'interprétation de ces textes est variable d'une entreprise à l'autre, où situer la couche de forme. Enfin, on sait qu'elle est toujours en partie supérieure, mais elle peut, comme c'est autorisé par le DTU, disparaître. Donc il suffit, quelque part, il pourrait suffire de qualifier une couche comme n'étant pas une couche de forme pour pouvoir utiliser certains matériaux recyclés. Donc ça, c'est un exemple. Donc il y a différentes interprétations qu'on peut encore avoir dans le DTU, et je pense que c'est nécessaire de clarifier. Donc en interne, on a été obligé chez Colas d'établir un guide sur le DTU 13.3, sur tous les sujets qui nous concernent pour le terrassement et la couche de forme, pour expliquer notre vision en interne de l'interprétation du DTU. Peter, pour terminer, il y a des textes en lien avec le DTU, je pense au guide des terrassements routiers, des traitements de sol, la NF 94-500, on en a parlé, qui viennent de bouger ou qui vont bouger, et donc qui vont amener potentiellement aussi des évolutions sur le DTU en question. Alors oui, tout à fait. Donc il y a 3 documents. Donc le premier, c'est le guide des terrassements routiers, dont la parution a eu lieu l'année dernière, en juin 2023, avec une incidence très forte sur la classification des matériaux. Donc la classification a totalement changé et n'est plus en adéquation avec ce qui est indiqué dans le DTU. Le deuxième document... Pardonnez-moi, il y aura une table de conversion entre les deux? Alors il y a une table de conversion qui existe, oui, okay. Qui est dans le GTR, qui permet de faire la liaison entre l'ancienne classification et la nouvelle. Et donc la nouvelle, hein, ceux qui se souviennent, c'est un peu comme le franc et l'euro. Donc il y aura une transition, une zone de transition où on va avoir tendance à utiliser les deux. Ça, c'est la première chose. Le deuxième document, c'est donc la norme 94-500. Elle est en cours de révision, donc sur les missions géotechniques. Et d'ici peut-être 1 ou 2 ans, alors elle sera plus complète, notamment sur des situations de marché ou des situations de travaux. Donc ça permettra d'être plus précis pour l'application des études géotechniques. Et le dernier document, c'est le guide des traitements de sol, qui est également en cours de révision, mais lui, il faudra attendre 2 ou 3 ans. Alors, je vous propose de balayer finalement la réalisation d'un dallage, et puis on va regarder un petit peu quelles sont les avancées permises par le DTU, les choses qui sont maîtrisées, les choses qui le sont moins. On va commencer par les investigations géotechniques. Eric Laveder, comment vous qualifieriez la qualité des dossiers de ce point de vue-là que vous avez ?
Alors moi, je suis l'évolution des conceptions de dallage depuis 98, quand j'ai commencé à dimensionner mes premiers ouvrages. Donc le premier DTU en 2005 a précisé un certain nombre de choses nécessaires à fournir dans le cadre du dossier de consultation vis-à-vis de l'étude de sol, avec une maquette géotechnique. Ça a été long à se mettre en place. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Quand on a des dossiers, ils sont relativement complets, avec des maquettes de sol précises. Là où il y a encore des points d'amélioration, mais ça, c'est un problème plutôt au niveau des maîtrises d'ouvrage, c'est qu'on a, surtout sur les petits dossiers, encore un certain nombre de dossiers où l'étude de sol est très, très sommaire. Très sommaire, ça veut dire quoi? Vous avez une G1? Une G1, G2 AVP, ou alors des G2 AVP ou des G2 Pro, mais qui ne traitent pas du dallage. Il y a encore des choses à améliorer. Et ce qui semble remonter, c'est le problème financier. C'est que les maîtres d'ouvrage ne veulent pas investir dans une étude de sol. Alors c'est un non-sens, à mon avis, c'est une erreur fondamentale. Parce que pour quelques milliers d'euros, on pourrait avoir une étude de sol performante qui permet de réduire un risque qui est énorme. Monsieur Garcia en a parlé, les risques géotechniques sur les dallages font courir des enjeux énormes. Et l'absence d'une étude de sol de quelques milliers d'euros me semble... C'est une mauvaise économie, on va le dire clairement. Le coût moyen, effectivement, sur la maison individuelle, des sinistres dallage, c'est à peu près 30 000 euros. Donc effectivement, rapporté, c'est combien? 3-4 000 euros l'étude de sol, on va dire? Ok, donc vous voyez, effectivement, on n'est pas dans les mêmes proportions. Monsieur Sanfratello, votre regard, vous, sur la qualité des dossiers qu'on vous transmet, d'un point de vue géotechnique. Oui, je rejoins ce qui a été dit. Je rajouterais le type d'hypothèse géotechnique, en tout cas d'investigation, qui est essentiellement concentré sur le dimensionnement des fondations. Et en fait, nous, on constate dans les dossiers qu'on a peu de choses pour pouvoir dimensionner un dallage. Ça concerne donc des essais plutôt en laboratoire et qui sont faits suivant une maille suffisante. Donc ça manque. Alors, je rejoins aussi, c'est surtout sur les petites plateformes. Quand on est sur des plateformes de 50 000 ou 100 000 mètres carrés, bon, voilà, le dossier est un peu plus conséquent. Et il y a un point qui est important. Quand on dimensionne un dallage, vous avez la chance d'avoir l'hypothèse de portance sur la couche de forme, puisqu'elle est contrôlée en cours de chantier. Nous, quand on fait une couche de forme, on a besoin d'avoir l'hypothèse aussi de portance, mais du sol naturel. C'est-à-dire la portance niveau arase, on appelle ça l'arase, qui est sous la couche de forme. Et donc, cette portance, on a énormément de difficultés à pouvoir à l'estimer, parce qu'on n'a pas suffisamment de données géotechniques, en tout cas de données adéquates par rapport à l'estimation de cette portance en place. Alors tout à l'heure, vous êtes félicité du fait qu'on avait fait entrer les pratiques de terrain dans le DTU, notamment en faisant entrer l'essai d'Inaplac. Il y a d'autres essais, il y a la plaque, en l'occurrence, qui existe, il y a le dynamique et le statique. Tout ça, c'est vous qui me l'avez appris, je ne vais pas vous mentir. En l'occurrence, c'est vous qui faites la correspondance entre les deux? Alors oui, pour les essais de portance, il y a toujours ces deux appareils qui sont un peu mis en compétition. Et je constate que le DTU privilégie plutôt l'essai à la plaque statique, donc avec la détermination de l'EV2. La pratique du terrain, c'est plutôt la Dynaplaque, y compris sur les couches de forme traitées. Pourquoi? Parce que c'est un engin à haut rendement qui est plus facile. Donc, qui dit haut rendement, bien sûr, dit on accède plus facilement, plus rapidement à la donnée, mais aussi on a la possibilité de multiplier les essais. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on n'a pas besoin de faire la correspondance entre les deux essais parce que cet essai d'Inaplac est un essai équivalent EV2, c'est la norme qui le dit. Donc, alors ça, c'est peut-être alors ça a été intégré dans le DTU, c'est peut-être un biais qu'il va falloir préciser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessité de faire une corrélation entre l'essai à la plaque et l'essai à la Dynaplac. Philippe Lejeune, on vient d'évoquer le fameux EV2. EV2 qui est passé à 70 mégapascales pour les dallages chargés à plus de 2 tonnes. J'ai bien appris. C'est bien. Visiblement, c'est pas si simple que ça à faire entrer dans les mœurs, cette valeur de 70 MPa. C'est pas simple parce qu'on est sur des dossiers qui sont souvent du copier-coller de ce qui se faisait avant. Et cette donnée de 70 MPa
pour le V2, quand les charges sont supérieures à 2 tonnes, donc charge uniformément répartie, charge ponctuelle ou charge roulante, enfin charge à la roue, sont pas forcément prises en compte, à la fois par la maîtrise d'œuvre, par le concepteur ou voire même par l'entreprise de VRD, ce qui fait qu'on peut, il arrive à ce qu'on se retrouve nous arrivant parfois au dernier moment parce qu'on est sous-traitant du gros œuvre ou un truc comme ça, et on se retrouve une semaine avant avec une plateforme qui n'a pas la portance nécessaire et qui oblige à reprendre un petit peu tout. Donc voilà, il va falloir que dans le temps, ça rentre dans les mœurs et quand on est en amont, vraiment sensibiliser les concepteurs pour que cette donnée rentre dans la tête des Et au-delà de concepteurs. rentrer dans la tête des concepteurs, c'est difficile à atteindre 70 MPa en EV2, ça nécessite vraiment quelque chose de particulier? Monsieur Sanfratello, peut-être? Alors, en fait, il faut considérer 2 types de couches de forme, hein, donc granulaire ou traité. Donc, sur du traité, c'est relativement simple, hein. Quand un traitement est bien réalisé, on les obtient facilement. Sur du granulaire, en fait, ça va dépendre de la nature du matériau et de l'épaisseur. Donc, si on doit viser 70 et qu'on n'a que 50, il faudra soit épaissir, soit descendre le terrassement. Donc, ça nécessite des opérations supplémentaires. Et donc, oui, relativement lourdes, et donc du délai supplémentaire également. Mieux vous les avoir anticipés. Alors, il y a une autre nouveauté en parlant de la plateforme, c'est le délai de 72 heures qu'on a entre le moment où finalement on livre la plateforme et le moment où on est censé venir couler le dallage. Là aussi, j'ai l'impression que c'est pas simple à mettre en œuvre ce délai de 72 heures. Peut-être on va rappeler à quoi il sert ce délai. Qui veut se lancer? Oui, alors, le délai de 72 heures, c'est... en fait, il faut fournir les caractéristiques de la plateforme et des matériaux 72 heures avant le coulage de la dalle, hein, si mes souvenirs sont bons. Et donc, on peut avoir... Alors moi, je parle pour les essais en terrassement et en géotechnique. Ça veut dire que vous devez fournir tous les essais, notamment de la procédure de non-gonflement, dans ces 72 heures, 72 heures avant. Je vous donne un exemple. Si vous prenez une plateforme de 50 000 m², déjà une belle plateforme, mais bon, c'est pas le courant, mais c'est pas forcément les plateformes qui ont les surfaces les plus élevées. Eh bien, ça représente une vingtaine de sondages, 60 prélèvements. Et sur ces 60 prélèvements, vous devez faire 35 essais de portance en laboratoire, qu'on appelle les CBR, bref, peu importe, qui sont des essais qui durent 4 jours. Donc sur 35 essais, pour vous donner un ordre d'idée, les laboratoires de Colas dans la partie nord, territoire nord-est, qui est le territoire où on fait un maximum, le plus de traitements, hein, notamment, on a seulement 10 moules. Donc ça veut dire qu'on peut faire, si on mobilise tous les laboratoires, on ne peut faire que 10 essais en même temps. Donc là, vous devez faire 35 essais, vous imaginez, 4 jours chaque essai, je vous laisse faire le calcul. Ça nécessite plusieurs semaines d'attente de résultats d'essais. Alors, il y a peut-être sur ce point, il faudrait peut-être avoir une approche statistique, de définir un nombre maximum d'essais, parce que si vous passez sur une plateforme à 100 000 m², alors là, c'est plusieurs mois d'essais pour pouvoir caractériser les matériaux qui sont sur la plateforme. Philippe Lejeune, c'est un problème, c'est un élément problématique, c'est ce délai de 72 heures dont vous ne bénéficiez pas en l'occurrence. Oui, c'est problématique dans la mesure où, alors quand tout va bien, pas de problème, tout va bien et puis on peut intervenir. Quand ça va pas, on en parlait pour l'histoire de la portance, mais on peut en parler aussi pour l'histoire des niveaux, de planimétrie, etc. de la plateforme qui nous est donnée. Il y a une reprise à faire, et là où au départ on a voulu gagner 2 jours en disant la plateforme, au lieu d'avoir 72 heures avant, on l'a 24 heures avant, et puis vous venez, vous faites votre relevé et puis tout va bien. Ça nécessite une intervention, une nouvelle intervention, et cette nouvelle intervention, elle prend du temps. Pour nous, elle a un coût, hein, parce qu'il faut qu'on se réorganise. Elle a un coût aussi pour l'entreprise de VRD qui doit elle, remettre des moyens en place qu'elle a souvent évacués. Bien sûr. Et donc, là où on a voulu gagner un petit peu de temps au départ, on va en perdre beaucoup à la fin.
Donc à rediscuter, ce fameux délai de 72 heures. Il y a Le certainement délai des choses à 60 regarder joueurs, ouais, il est à appréhender Ouais. le plus tôt possible. Le plus tôt possible. On va terminer Mais- cette séquence sur la plateforme par l'altimétrie, Monsieur Laveder, parce que vous l'avez dit tout à l'heure aussi, vous faites des contrôles d'altimétrie. Et moi, j'ai regardé le DTU, on est toujours sur la règle pour vérifier tout ça. Est-ce que ça vous satisfait au regard des exigences des process industriels parfois que vous avez à mettre en place Alors c'est vrai que nous, on intervient sur les contrôles de planimétrie, mais plutôt sur les ouvrages finis. sur les Là, ouvrages finis, c'est là vrai. ce délai de 72 vrai. heures, il est vraiment très important. Il faut vraiment qu'il soit intégré dans les plannings de chantier pour permettre une éventuelle reprise de plateforme, puisque l'entreprise, contradictoirement avec le LOVRD, a l'obligation de réceptionner la plateforme aussi bien au niveau des performances mécaniques, donc l'analyse des PVDC et leur acceptation, mais également la réception altimétrique de la plateforme avec la vérification de la tolérance de plus ou moins 10 mm par rapport à la valeur nominale. Et en cas de reprise, en cas de point hors tolérance, ces 72 heures laissent le temps à l'entreprise de terrassement de venir reprendre la plateforme, et corriger. parce que l'épaisseur le niveau altimétrique de la plateforme va donner l'épaisseur finale du dallage. Et ça, c'est quelque chose qui contribue absolument à la qualité du dallage final. Et à l'économie du projet. François, je vous ferai, quand on est en termes de conception, alors vous avez été unanimes tous les 5, c'est pour ça que je ne trahis aucun secret pour dire il y a plein de moments où on attaque les dossiers, on n'a pas assez de données sur les hypothèses d'exploitation de ce qu'on construit. Est-ce que vous le confirmez? Oui, on a beaucoup progressé sur la partie géotechnique avec les G2 Pro, avec les modules ES. Par contre, sur la partie CCTP, alors donc il reste tout et du grand n'importe quoi. On peut encore avoir des dallages avec 3 tonnes au mètre carré. Donc 3 tonnes au mètre carré, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y aura des camions? Est-ce qu'il y aura des racks? Est-ce qu'il y aura des machines-outils? Bref. Donc on est un peu dans la nécessité de mettre des hypothèses. Donc il faudrait un peu reprendre, je dirais, la démarche des géotechniques ou de la loi MOP, à savoir on est en phase avant-projet, avant-projet détaillé et après avant-projet exécution. Donc en avant-projet, je dirais, on est plutôt ce que j'appellerais moi des dimensionnements de dallage, c'est-à-dire qu'on reçoit un dossier, le dossier n'est peut-être pas forcément génial, on va essayer de dimensionner un dallage, mais il ne faut pas se limiter à dimensionner le dallage, je dirais, au prix le plus bas, la solution technique la plus basse, parce que si vous avez 3 tonnes de mètre carré, si le sol est bon, ben, je peux faire 15 NA, et puis ça ne répond pas aux questions, aux besoins du client. Donc, moi, pour ma part, donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui pratiquent comme cela. Dans cette partie-là, moi, je m'oblige à dire qu'est-ce que ça peut faire et qu'est-ce que ça ne peut pas faire. Et donc, et aussi poser des variantes techniques en proposant des solutions de dallage qui préfèrent autre chose. Donc, et c'est relativement important, quitte à avancer donc, dans la définition des besoins en phase d'avant-projet, la phase projet détaillé, et puis après l'exécution, où on choisit la meilleure solution finale. Mais on a trop tendance à se concentrer sur le départ, sur la solution la moins chère pour essayer de rester dans la danse, ce qui est logique, je comprends tout le monde. Bien sûr, ouais. Mais on se voile la face et on oublie son devoir de conseil vis-à-vis du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage. Pardon, excusez-moi. Oui, donc je pense qu'il y a une action peut-être à faire, comme on a fait au niveau des géotechniciens, auprès des maîtres d'œuvre, pour rappeler que l'annexe B est normative. Et dans le cadre du DTU, on a aussi rajouté 2-3 lignes sur l'annexe B, quoi. Tout à fait, ça peut être effectivement important de le rappeler. Philippe Lejeune, vous avez aussi ce genre d'imprécision. D'ailleurs, même comment vous l'expliquez finalement qu'on ne sache pas à quoi va servir un dallage? Je rejoins un petit peu, c'est-à-dire que l'annexe B, elle existe et c'est vrai que c'est bien qu'elle soit utilisée le plus possible. Et aujourd'hui, je pense qu'elle est très, très, très peu utilisée. Alors, il y a même l'effet inverse, hein, c'est-à-dire que parce que par manque de connaissances, un maître d'œuvre va dire il y a 2 palettes d'une tonne 5 l'une sur l'autre, on va mettre une charge uniformément répartie de 3 tonnes au mètre carré. Et là, finalement, on surdimensionne le dallage, puisque les zones non impactées par ces 3 tonnes ne rentrent pas dans le calcul. Donc, il y a des fois tendance à sous-dimensionner et à se retrouver avec un ouvrage qui n'est pas évolutif. Ouais. Ou dans l'autre sens, à surdimensionner et à se retrouver avec un ouvrage qui finalement va être utilisé à moitié ou au tiers de ce pourquoi il a été conçu. Ça arrive souvent, ça, M. Geoffrey et M. Lejeune, quand vous demande un ouvrage évolutif, et si oui,
Comment ça se passe? Alors, après, sur des ouvrages évolutifs, on est aussi capable, je pense à Moser aussi, à recalculer un dallage Pour une pour future utilisation. pour déterminer, il y a un nouvel exploitant qui arrive, quelle est la capacité de ce dallage? Est-ce qu'on va pouvoir mettre tant par rack ou tant par charge roulante et pouvoir donner une limite d'exploitation? La question que doit se poser le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, c'est j'ai un besoin à l'instant T, mais quel va être mon besoin dans 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans? C'est ça. Moi, j'ai un retour d'expérience sur un dallage qu'on a été fait. Une galette qui a été vendue, classique de logistique, 5 tonnes par mètre carré, 16-40 kilos de fibres, qui répondait parfaitement aux besoins du CCTP de l'époque. Par contre, 3 ans après, l'entreprise, du moins le locatier est venu vers moi pour me demander, j'aimerais passer, pour changer mon process, est-ce que le dallage peut être utilisé? Et là, on s'aperçoit que le dallage n'était pas du tout fait pour ça. Donc il y a quand même une réflexion, parce qu'ils ont fini par casser le dallage et refaire un dallage. Donc c'est un peu une aberration économique, environnementale et tout ce que l'on veut. Et donc il faut vraiment se poser les questions en amont sur les maîtres d'ouvrage et les maîtrises d'œuvre. Mon dallage, à l'instant T, il doit faire ça. Éventuellement, je me garde la possibilité de faire ça. Donc regardez si l'investissement initial ne doit pas être plus important pour garder un peu de souplesse dans le bâtiment, quoi. Philippe Lejeune, on va parler de la réalisation du dallage. Donc, on ne va pas parler des armatures parce qu'il y a eu peu de changements. Par contre, au niveau du béton, d'abord, est-ce que le béton est au rendez-vous? Et puis, il y a une spécificité qui est dans le DTU, qui est finalement la durée d'ouvrabilité, si je peux le qualifier comme ça, vous le repréciserez. Et du coup, celle-là, est-ce qu'elle est au rendez-vous? Non. Fin de la discussion. Non, non. Oui, donc il a été mis après, je pense, maintes discussions, et François peut en attester, d'avoir un délai de finition du dallage 10 heures après la mise en place du béton. Et je pense que cette donnée-là, elle n'est pas du tout prise en compte. Et elle a quand même un impact économique, puisque forcément, ça a un coût supplémentaire de venir diminuer le temps de prise du béton. Et alors avant, on jouait un petit peu sur la quantité de ciment qui permettait de gagner du temps, enfin, de diminuer le temps de travail. Maintenant, c'est beaucoup moins possible pour des questions économiques. Et on se retrouve avec de l'adjuvantation, c'est des éléments qui n'ont pas forcément été pris en compte au moment où on a chiffré la prestation, dans la mesure où on ne sait pas quand est-ce que ça va être coulé, on ne sait pas quelle période, puis même d'une semaine sur l'autre, on peut avoir des conditions complètement différentes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, personne n'en tient compte, et on se retrouve avec, je dirais, la même complexité, la même difficulté qu'on pouvait avoir auparavant pour nos équipes. Alors on va revenir dans un instant sur les nouvelles formulations de béton, parce qu'elles ne sont pas forcément dans le DTU, mais on sait que c'est un peu le sens de l'histoire. Auparavant, Christian Garcia, je voudrais votre sentiment sur la qualité de l'assurance qualité, justement, des entreprises. Est-ce que, pour l'expert que vous êtes, elle est au rendez-vous, tout ce qui va être lié à la traçabilité, notamment? Alors là, c'est vrai que la démarche qualité elle est fondamentale, hein, elle contribue pleinement à la maîtrise du risque, hein, au global. Donc ça, c'est un facteur important, hein, en termes de prévention et de réduction de la sinistralité. La traçabilité aussi, c'est-à-dire que trop souvent, alors je dirais un peu moins sur les gros ouvrages, parce que là, effectivement, on a plus d'éléments en général, et on est plus outillé pour pouvoir défendre les dossiers. Mais sur bon nombre de petits dossiers, encore trop souvent aujourd'hui, on a des difficultés parce que la traçabilité n'est pas au rendez-vous. Donc ça, c'est un point d'amélioration constant et un point de vigilance à porter, parce qu'en améliorant aussi ces éléments-là, la traçabilité, etc., ça permet de mieux défendre aussi les intérêts des entreprises en expertise, et donc de vous accompagner au plus près de vos besoins et des problèmes que vous rencontrez. Il y a un élément, justement, on a parlé de sinistralité, et il y a un élément qu'on oublie assez régulièrement, c'est qu'un
Et d'ailleurs, il y a des spécialistes parmi les partenaires. Un dallage, ça s'entretient. Un dallage, c'est pas éternel. Peut-être, je vais donner vous donner la parole, pardon. Qu'est-ce qu'il en est sur justement la question de l'entretien, de la maintenance? Est-ce que les maîtres d'ouvrage savent que ces ouvrages ne sont pas éternels? Alors, l'entretien des dallages est une notion qui est apparue aux premières versions du DTU en 2005, qui n'a pas forcément bien intéressé les exploitants. Dans la dernière version de 2021, on a rajouté la notion de tenue d'un carnet d'entretien, comme pour un véhicule automobile, où on a l'obligation d'assurer la traçabilité des opérations d'entretien qui ont été faites sur le dallage, en décrivant les modes opératoires, les produits utilisés. Et là, on commence à sentir un intérêt des maîtres d'ouvrage, des locataires, parce qu'en plus, en parallèle, se créent de nouvelles difficultés de relations entre propriétaires et locataires de bâtiments. Au moment de rendre les clés. Voilà, un peu comme les relations propriétaires-locataires pour les particuliers, mais là avec des enjeux financiers qui sont bien supérieurs. Et tous les locataires, tous les exploitants de bâtiments ont tous eu plus ou moins des difficultés lors de la restitution de leurs locaux. Et on commence à sentir un intérêt, oui, sur l'entretien. Quand on propose des missions de diagnostic régulier pour anticiper les réparations et puis pour mettre en place un plan de maintenance régulier, ne pas faire uniquement de la maintenance curative au bout de 10 ans ou lors de la fin de bail. Les clients s'intéressent maintenant au fait de programmer tous les ans des petites opérations de maintenance pour réduire les coûts, les diluer dans le temps et pour assurer la durabilité du dallage et le rendre dans un état de service tout à fait satisfaisant. Philippe Lejeune, votre regard sur le sujet, vous êtes appelé régulièrement juste avant la fin de la décennale pour venir reprendre tout ce qui ne va pas? Oui, juste avant la fin de la décennale ou quelques années avant. Oui. C'est vrai que là, alors c'est vrai qu'il y en a certains qui en prennent conscience, mais il y en a quand même encore beaucoup qui n'en prennent pas conscience et qui par manque d'entretien, en font un défaut. Et donc font des appels en assurance, voire plus. Hein. Et malheureusement, on a des experts qui ne sont pas forcément, qui suivent en général les plaintes du plaignant et qui font qu'on se retrouve à être mis en cause sur un vrai manque d'entretien. Et malheureusement, les experts ne vont pas dans le sens justement de ce que peut même demander le DTU, celui de 2005 et encore plus celui qui est révisé. Donc un effort du côté des experts. François, je vous ferai votre regard là-dessus parce qu'il y a un peu une notion de coût global qui pourrait intervenir sur le dallage justement, pourrait peut-être se dire j'investis plus mais pour avoir moins d'entretien. Ça se fait ça au niveau des dallages ou pas? Oui, donc on a différentes solutions, je dirais. Donc dans la conception de dallage, on peut faire des dallages sans joints, donc forcément on gagne un coût économique sur l'entretien des joints. Bon, il reste les joints de construction quand même à contrôler de temps en temps quand même. Mais cette vision-là, donc il faut que les entreprises et les maîtrises d'ouvrage fassent un raisonnement, comme je parlais tout à l'heure, de coût global sur la durée de vie de leur dallage et sur les capacités de leur dallage à répondre à l'instant T, dans le futur, etc. Donc c'est vous, là, en tant qu'AMO, qui allez venir prêcher la bonne parole auprès... Nous, on a un devoir de conseil, mais après, oui, après, il y a la réalité il y a l'aspect économique qui, malheureusement, très souvent, converge vers des solutions les moins chères. Mais si on n'alerte pas, si on ne dit pas les bonnes choses, c'est sûr qu'on va rester sur le prix. Alors, je voudrais qu'on termine... Monsieur Lejeune, vous vouliez ajouter un mot? Une vision à court terme. Voilà. Allez, un mot, Christian. Oui, juste un point aussi, hein, effectivement, là, il y a une prise de conscience, je pense, importante côté maître d'ouvrage, puisque aujourd'hui, le dallage doit vraiment être considéré comme faisant partie intégrale du process industriel, finalement, de l'ouvrage. Et tant que les maîtres d'ouvrage n'ont pas pris conscience de ça, effectivement, le sujet de l'entretien ne sera pas toujours au niveau. Alors, je voudrais qu'on termine. Oui, Philippe. Juste un petit point. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais on se retrouve aussi avec un manque d'entretien qui crée des
des désordres conséquents et Bien qui sûr. peuvent parfois arriver à de l'impropriété à destination. Et l'impropriété à destination, Perte d'exploitation, ça coûte cher. a d'autres coûts. Alors, je voudrais qu'on termine cette séquence de table ronde. Je ne peux pas ne pas vous parler de décarbonation, d'abord parce qu'on va en reparler tout à l'heure dans la deuxième partie. Et puis, alors, je sais bien que les ouvrages que vous construisez ne sont pas encore trop RE 2020. Néanmoins, peut-être, François Jouffret, vous allez peut-être nous dire, est-ce qu'il y a une demande de la part des maîtres d'ouvrage pour dire, bon, je veux bien un dallage, mais ça serait super si on pouvait commencer à décarboner. Oui, donc on a de plus en plus de politiquement correct, à savoir on va faire de l'environnement. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que un béton bas carbone, c'est un nouveau matériau. Donc un nouveau matériau, ça a des caractéristiques techniques différentes et ça a une mise en œuvre spécifique. Les caractéristiques techniques, simplement le retrait. Lorsqu'on travaille sur des ciments avec bas clinker, on ajoute soit du laitier, soit des cendres, tout ce que l'on veut, mais ce sont des matériaux qui sont peu réactifs et la seule façon de jouer sur la résistance du ciment, c'est de jouer sur le broyage. Et qui dit jouer sur le broyage, dit jouer sur le retrait et avoir des consommations d'eau et des retraits plus importants. Et un cimentier, pour l'instant, dans la norme, il vous doit une résistance. Donc c'est pour ça que dans le cadre du DTU, on a souhaité, je dirais, limiter l'utilisation. On n'a pas voulu freiner, mais on a limité l'utilisation en mettant des frontières sur la valeur la plus importante pour nous, dans l'AGIST, entreprise de sol industriel, bureau d'études, qui est le retrait. Le retrait. Donc on a limité à 0,7 pour 1000 le retrait pour l'utilisation de certains types de ciment. Donc ça ne fait pas tout, parce qu'il y a aussi l'aspect mise en œuvre qu'il faut regarder. Les bétons bas carbone peuvent avoir des comportements thixotropiques. Alors, thixotropique, c'est un grand mot. Ça veut dire que le béton, on a l'impression qu'il a fait sa prise, mais finalement, il n'est pas encore pris, il est un peu dur. Et dès qu'on commence à passer l'hélicoptère, ça tasse parce qu'on met une énergie et donc il se refluidifie. Donc, une préparation en conclusion, je dirais que le bas carbone, on n'a pas le choix, il faudra y aller. Mais on ne peut pas y aller de manière comme ça, au même prix qu'un béton classique, sans préparation en amont, sans essai en amont. Et donc, ça se prépare. Et ça, ce n'est pas qu'une phrase à rajouter sur un CCTP, bilan bas carbone. Voilà, c'est la solution. Moi, quand je vois bilan bas carbone, etc., sans préconisation, c'est-à-dire dallage béton armé, pour maîtriser la fissuration. Mais si c'est pour ajouter de l'acier et mettre un béton bas carbone, on n'a rien compris, quoi. Donc il faut toujours raisonner en bilan global et peut-être par la suite, on va arriver à des visions aspect technique, aspect économique et aspect environnemental. Et puis il y aura un arbitrage à faire entre les trois aspects. L'optimisation va être plus complexe à réaliser. Oui, je pense. Et puis après, il faut bien que les entreprises, les maîtres d'ouvrage et les maîtrises d'œuvre comprennent que ça peut poser des problèmes. Ça veut dire qu'il y aura des solutions, la science va évoluer, mais pour l'instant, on a quand même des choses à régler. L'adhérence de la couche d'usure sur les bétons bas carbone, le retrait, un retrait de 0,7 mm par mètre, c'est une longueur de soulèvement qui passe de 1,20 m à 1,50 m. Donc, des risques de fracture en angle plus importantes. Donc, avec des solutions techniques, on a toujours des solutions techniques à étudier, à analyser, à trouver la meilleure solution, mais ça se prépare, ça ne se fait pas en mettant une petite phrase, ça y est, j'ai mis le bilan bas carbone, je suis correct, je vais rentrer dans mon logiciel bas carbone que je vais prendre en mettant au bas carbone, donc j'ai gagné tant de CO2. Et après, si c'est pour faire un litige et recasser le dallage, c'est pas l'optimisation. Mais j'alerte les entreprises quand même qu'on va être obligé d'y aller. Donc on va être obligé de faire des tests et d'avancer globalement vers ce type de béton. Philippe Lejeune, justement, en tant qu'entrepreneur, comment vous voyez les choses, vous ? Déjà, dans un premier temps, il faut qu'on vérifie la valeur du ciment, que la valeur du ciment soit correcte par rapport à la norme. Ensuite, comme ça a été dit, c'est faire des planches d'essai. Et après, nous, on a un autre souci, c'est le temps de prise. C'est-à-dire qu'en général, ces bétons-là, alors déjà, les ciments qui respectent ce qui est demandé, il y en a très peu quand on sort du CM2. Et ensuite, il y a le temps de prise qui
qui augmente, donc on n'est plus dans les 10 heures dont on parlait tout à l'heure. C'est encore plus compliqué. Et voilà, et donc ça se complique encore plus. Donc c'est à regarder avec prudence. Et la notion prudence. aussi, vous venez de l'évoquer, mais qui est importante, c'est aussi la compatibilité avec les durcisseurs, enfin les couches d'usure. Oui, d'où les planches d'essai. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais qu'on termine, parce qu'il est l'heure de terminer cette table ronde. Peut-être Christian Garcia, on a commencé par la sinistralité, on va finir par le côté, est-ce qu'on est en capacité de dire si oui ou non aujourd'hui, tout ce qu'on vient de dire là, quand même, a amélioré les choses, ou est-ce que c'est trop tôt pour le mesurer ? Alors, c'est un peu trop tôt pour le mesurer. Ça fait 2 ans. Effectivement, le recul sinistralité n'est pas suffisant aujourd'hui pour dire le DTU a eu une réelle contribution. Ce qu'on est en capacité de dire aujourd'hui, là, clairement, c'est que la version précédente a eu un impact fort, puisqu'on constate une diminution globale du nombre de sinistres sur les dallages. Donc là, il y a eu un réel apport du DTU 13.3. Le nouveau, voilà, il faut attendre un petit peu pour faire cette analyse-là. On se donne rendez-vous d'ici quelques années pour en parler un peu plus longuement. Juste avant la prochaine révision. Allez, vous en prie, M. Sanfratello. Oui, j'ai un petit complément sur le retour chantier. En fait, on constate que le DTU, en tout cas pour la partie terrassement, elle est peu appliquée. Enfin, le DTU est peu appliqué. Pourquoi ? Parce que c'est sans doute une méconnaissance du nouveau DTU. Sans doute aussi la crainte d'avoir des freins supplémentaires. Donc je parle côté maîtrise d'œuvre. Et puis aussi le constat que j'évoquais tout à l'heure par rapport à des procédures qui peuvent, nouvelles, qui peuvent aussi bloquer le chantier. Enfin, en tout cas, le ralentir. Et ça, c'est un constat que l'on fait, c'est-à-dire qu'on a la connaissance, nous, en tant qu'entreprise du DTU, on sait notamment les fameuses réceptions de portance à 50 et 70 MPa, on les connaît bien. On voit énormément encore de dossiers géotechniques qui s'arrêtent aux 50 MPa, qui présentent aussi des réceptions Westergaard. Enfin, on est encore dans une vision, dans l'ancienne vision. Ouais. Donc il faudra, je pense aussi, comme vous le disiez, attendre encore peut-être quelques mois, j'espère pas quelques années. 2 ans, c'est court, il faut reconnaître. 2 ans à l'échelle de la normalisation, ça reste court. On va terminer, parce que je l'ai promis tout à l'heure, on fait un petit détour par le fameux problème de délamination. Philippe Lejeune, parce que je sais que l'UNESI est très active sur le sujet, c'est pas la seule d'ailleurs, mais peut-être nous parler, pour conclure, de ce projet de recherche autour du sujet de la délamination. Alors ça a été évoqué ce matin avec la plupart d'entre nous, mais alors pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Voilà, donc pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, donc il y a une étude qui est en cours, au début sur essayer de reproduire un phénomène qui a eu lieu sur un chantier, d'essayer de le reproduire et en jouant sur les différents paramètres qui peut y avoir sur un dallage, essayer de l'éliminer, le faire revenir, l'éliminer, etc. pour trouver les paramètres qui peuvent influencer cette délamination. Objectif d'avoir le timing, c'est quoi que vous êtes donné comme objectif ? Je pense que l'objectif il est aux alentours de 2 ans. 2 ans, parfait. Comme pour le prochain DTU, c'est parfait. Merci beaucoup. On va remercier nos intervenants si vous voulez bien.